Aujourd'hui, on explore la rénovation énergétique avec le regard de Mallory, architecte diplômé d'État et coach en rénovation, à travers un angle simple et concret. Comment faire les bons choix sans se perdre dans les normes, les aides, les diagnostics et les discours contradictoires. Elle partage sa vision très claire de la stratégie thermique, explique pourquoi isoler ne suffit pas, ce à quoi il faut absolument penser avant de changer ses fenêtres et comment éviter les erreurs qui créent le plus de problèmes. On parle toiture, VMC, passoire thermique, audit énergétique, mais on évoque surtout comment prioriser, à qui faire confiance et par où commencer pour rendre son logement plus confortable et moins énergivore sans exploser son budget ni tomber dans les pièges administratifs. Un échange hyper utile pour toutes celles et ceux qui envisagent une rénovation énergétique et qui veulent vraiment comprendre ce qu'ils font. Je te souhaite une bonne écoute. Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand je te dis rénovation énergétique en lien avec ton travail à toi? Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est isolation, mais j'ai très vite envie de corriger et de dire stratégie thermique. Peut-être qu'il faut que je développe. En Ouais, on développe? fait, la stratégie thermique, c'est penser dans l'ensemble comment le bâtiment va être, enfin le bâtiment ou l'appartement, hein, va être chauffé, ventilé, comment on va l'isoler et comment on va produire alors la chaleur et notamment l'eau chaude sanitaire. C'est un petit peu tous les 5 volets avec l'isolation par les fenêtres, enfin les portes et fenêtres, sur lesquels on peut agir pour renforcer l'isolation, en tout cas le confort thermique et les économies d'énergie qu'on va faire dans un bâtiment, enfin que ce soit une maison ou un appartement. Et du coup, voilà, en termes de rénovation énergétique, on pense, ben, il faut économiser de l'argent sur le chauffage, aussi gagner en confort. Du coup, on va isoler. C'est pas que ça qu'il y a à faire. Il y a plusieurs, leviers sur lesquels il faut agir et surtout, tout doit être pensé, à mon avis, ensemble, de façon cohérente. Parce qu'en fonction des matériaux, isolants, par exemple, qu'on va choisir, eh ben, on va pas avoir le même, besoin de, je sais pas, de ventilation ou de chauffage, ce genre de choses. Et ça, il faut aussi le voir par rapport à la construction elle-même, aux matériaux, de structure, par exemple, de la maison ou de l'appartement, pour, choisir les bons matériaux qui vont avec. Donc c'est un tout, en fait, où on va chercher une performance sur les fenêtres, une performance sur l'isolation, une bonne ventilation et tout ça, ça doit être pensé ensemble. Il y a un exemple, concret qui me fait, en tout cas qui appuie le fait qu'avoir une stratégie thermique, c'est important. C'est, beaucoup de personnes qui ont isolé leur logement, notamment dans le cadre d'isolation par l'extérieur, dans des copros par exemple, et qui se sont retrouvés après avec des problèmes d'humidité et de moisissure à l'intérieur de leur logement. Mmh. Parce qu'en fait, le fait ou de ça marche aussi en changeant les fenêtres. Parce que des vieilles menuiseries ou même des murs, pas isolés, vont avoir une certaine porosité, vont laisser des petites fuites d'air et cetera, bah, qui du coup permettent une bonne ventilation et un renouvellement de l'air dans le logement. Et en fait, une fois qu'on vient isoler, rendre assez étanche la façade et les fenêtres, et ben, en fait, l'air à l'intérieur est pas assez renouvelé et du coup, il y a des problèmes de moisissure. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'on peut s'attendre à ce qu'en isolant, on gagne en qualité intérieure, notamment d'un air sain et du coup, un bon renouvellement et en fait, pas forcément. Donc c'est pour ça qu'en isolant par l'extérieur ou en changeant les fenêtres, souvent il faut penser à bien mettre une ventilation, une VMC quand il y en a pas, quoi. Donc voilà, c'est bien penser cet ensemble, en fait. OK, et donc tu travailles ça bien sûr avec tes clients, la stratégie, globale. Absolument, oui. Pour moi, la rénovation énergétique, c'est un enjeu actuel, très, très important. Selon toi, quelles sont justement les étapes prioritaires et qu'est-ce qu'il faut surtout pas remettre à plus tard? Quand on parlait tout à l'heure, changer les fenêtres, faire l'isolation des murs, faire l'isolation de la toiture. Les changements qui vont avoir le plus d'efficacité, ça va dépendre de chaque, cas, bien entendu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des pertes énergétiques, ça se fait par le toit. La chaleur monte, hein, tout simplement, donc elle part par en haut, comme nous avec la tête d'ailleurs. Quand on se couvre d'un bonnet, en écolo, on gagne beaucoup en chaleur. Non, mais c'est vrai. Et J'avais du coup, jamais bah, c'est un peu compris. pareil, il faut mettre un bonnet à sa maison, tu vois? Et isoler les combles ou isoler en rampant si on veut garder les combles. Ça va faire gagner beaucoup d'énergie et de confort thermique. Et pareil, changer les fenêtres, souvent c'est enfin, quand c'est vraiment des vieilles fenêtres ou des simples vitrages, ça va vraiment beaucoup changer la donne. Ça, c'est vraiment pour les priorités. Après, du coup, ce que je disais tout à l'heure, donc pour les reciter correctement, il y a 5 leviers sur lesquels on agit dans le cadre de rénovation, énergétique ou thermique. C'est l'isolation des parois,
Donc ça peut être le sol, si on est directement au contact du sol en maison, les murs bien entendu et le toit, on vient d'en parler, les fenêtres et les portes, la ventilation, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Donc concrètement, est-ce qu'on a un chauffe-eau, une chaudière gaz, et cetera, et cetera. Et donc c'est ces 5 volets-là sur lesquels il faut agir plus ou moins en fonction de ce qu'on a déjà, du confort qu'on veut gagner pour, globalement, opérer une transition thermique et énergétique. Et du coup, on peut par exemple passer d'un chauffage d'une chaudière gaz à, des chauffages, électriques et chauffe-eau électriques. C'est assez facile à faire, si c'est pertinent, ça peut être fait. On peut assez facilement changer, l'isolation, notamment par l'intérieur. C'est quand même plus facile à faire que par l'extérieur et moins coûteux. Après on perd de la place donc voilà parfois, il faut arbitrer mais voilà, il y a ça. Installer une VMC, bah, ça, il faut le faire tout de suite dès qu'on fait des travaux parce que c'est quand même compliqué de la rajouter après. Donc il vaut mieux, c'est pas forcément très coûteux, surtout si on fait soi-même. Il vaut mieux penser à le mettre, dès le début. Voilà un petit peu en termes de priorité et sinon faut pas hésiter à regarder de l'EPE ou faire un audit énergétique qui Mmh. va vraiment faire des scénarios et aider à prioriser. Voilà, après c'est vraiment du cas par cas, hein. Ouais, ouais, j'allais en parler justement de tout ce qui est audit énergétique, avec les réglementations aussi notamment qui bougent et tout ce qui est DPE, tout ça. Les gens parfois ont un peu de mal à s'y retrouver, quoi faire, à quel moment, comment, pourquoi aussi. Comment tu conseilles à un particulier de s'y retrouver là-dedans? Par quelle étape il doit commencer quand il a une rénovation énergétique à faire dans sa maison, en termes de professionnels à qui faire appel? Est-ce qu'on doit faire directement appel à un architecte? Est-ce qu'on doit faire un audit énergétique par un spécialiste? Alors, je crois que l'audit énergétique, il est imposé, dans certains cas par exemple la banque quand on veut emprunter pour acheter une passoire, des choses comme ça. Donc ça peut être obligatoire. L'audit, c'est pas mal, c'est un document donc qui est fait par, une personne qui est formée spécialement pour ça et qui va, en gros, élaborer des scénarios de rénovation et dire: «Bah, voilà, scénario 1, au début, vous faites qu'une partie des travaux. Scénario 2, vous faites tous les travaux» et au regard en fait, il estime le coût et il calcule le retour sur investissement. On y reviendra peut-être sur le retour sur investissement, mais voilà. L'audit, ça peut être pas mal. Ça peut être une porte d'entrée. Sinon, ça peut être pas mal d'appeler alors oui, un architecte qui aura quand même une appétence particulière pour, la thermique en général ou alors les rénovations, écologiques, si c'est ce qui vous intéresse, parce que c'est pas forcément le cas de tous les architectes. Mais voilà, se faire accompagner, si on comprend pas tout ce qui se passe, c'est quand même assez important et après sinon, il y a un parcours que moi je critique, mais que j'explique, rapidement, peut-être que des personnes le reconnaîtront, qui est audit énergétique avec, donc prescription presque de travaux, enfin recommandation de travaux et appeler des entreprises, qui sont RGE, donc en gros qui sont qualifiées et reconnues par l'État pour ensuite prétendre à des, aides, notamment MaPrimeRénov' qui est la plus connue, mais ou les CEE, pour baisser le coût total, de la rénovation. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le parcours par lequel beaucoup de particuliers sont poussés, à passer parce que, ben, c'est soutenu par l'État et il y a surtout à la clé, la carotte de faire des économies, sur le montant des travaux et de réduire les coûts. D'expérience, c'est très compliqué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de MaPrimeRénov', il y a des contrôles qui doivent être faits sur les travaux qui sont réalisés et ces contrôles-là, bah, ils viennent, quand ils sont dispo. Donc ça veut dire que parfois on bloque les travaux en cours pour qu'ils viennent bien mesurer qu'on a la bonne épaisseur d'isolant partout, par exemple. Il faut aussi qu'on ait les factures des entreprises pour pouvoir avoir la prime. Sauf que parfois, le moment du contrôle, bah, il intervient avant la fin du travail de l'entreprise. Donc en fait, on peut pas avoir sa facture et faire le contrôle en même temps. Donc en fait, moi, je me retrouve comme ça avec des gens qui font appel à des entreprises RGE qui, pas toutes, mais beaucoup, surestiment complètement le prix de leurs prestations. C'est-à-dire que pour avoir 35 d'aide, il y en a qui font x2, hein, sur leur devis par rapport à d'autres, quoi. Donc c'est du délire, au final, on perd de l'argent et on va perdre du temps, quoi, parce que ça prend énormément de temps. Il faut valider que les entreprises soient bien certifiées, envoyer les devis avant, puis envoyer les factures après. Il y a le contrôle et cetera et du coup, bah, vraiment, faut pas être pressé. Voire enfin, moi, j'ai des amis qui ont voulu se lancer là-dedans, ils ont perdu, 8 mois, sur leurs travaux, parce qu'il faut attendre d'avoir, l'aval avant de lancer quoi que ce soit, quoi. Donc c'est très long, c'est des procédures qui sont très longues et pour au final ne même pas être sûr d'avoir l'argent parce qu'ils vont se débrouiller pour venir faire le contrôle. Soit ça donne pas ce qu'on veut, soit c'est pas possible de faire le contrôle donc en fait on n'a pas l'aide. Enfin voilà. Moi sur la dernière maison de mes parents par exemple, ils leur ont fait le coup, ils leur ont dit ils sont venus,
Le chantier était fini et ils ont dit: «Non, mais il faut qu'on fasse une carotte dans le sol pour vérifier que l'épaisseur d'isolant, elle est bonne». Mais le carrelage était posé et il leur a dit: «Bah non, enfin vous allez pas faire une carotte dans mon sol qui est tout neuf, en fait, pour vérifier qu'il y a assez de mousse dessous, quoi». Alors qu'il y avait la facture de l'entreprise, qui avait chiffré la bonne pose de mousse suffisante, quoi. Donc voilà, du coup, moi, ce que je recommande en tout cas par rapport à ça, c'est si vous voulez vous lancer dans MaPrimeRénov', qui en plus est de plus en plus contraignante et change tous les 4 matins, c'est un peu compliqué à suivre, même pour nous. Mais si vous voulez vous lancer là-dedans, pourquoi pas, mais c'est du bonus et il faut pas que l'obtention des aides soit nécessaire pour que le projet soit viable. Parce que même si on vous promet d'avoir des aides, peut-être qu'en fait, au dernier moment, elles y seront pas et voilà. Ouais, c'est une vraie usine à gaz en fait, ce truc-là et bah, voilà, c'est des aides de l'État, donc bien sûr, ils vont aller te titiller, pour voir si, tu corresponds vraiment au profil, qu'ils recherchent. Enfin bon, voilà, c'est comme pour tout, quoi. L'État essaie de gagner de l'argent là où ils peuvent. Ils te forcent bien sûr à faire des rénovations énergétiques, c'est hyper important, mais faut vouloir pour avoir ces aides, vraiment, hein. Ouais, c'est ça, mais du coup, c'est plus avantageux parfois de faire appel à un petit artisan qui va juste, connaître les matériaux qu'il pose, qui va être complètement capable de conseiller sur, bah, le R de la paroi, dire: «Bah, voilà, si on met tel matériau, on a une résistance thermique qui est complètement suffisante» et qui va te faire, le doublage, en matériaux, biosourcés ou pas, enfin comme tu veux, tu vois? Adapté, au bâtiment que tu as derrière et faire juste le truc très bien pour moitié moins cher que celui avec qui tu aurais eu des aides et pour 3 fois plus vite, quoi. Ouais, exactement et puis il y en a aussi qui font ça en autorénovation, en fait, qui finalement, voient, le delta entre les 2 et qui se disent: «Bah, en fait, finalement, je vais plutôt faire ça moi-même». Mais dans ce cas, il faut se renseigner quand même sur qu'est-ce qui est bon pour ta maison ou pour ton appartement, quoi. Ouais, faut bien faire attention en fait à la structure et tout ce qui est, pisé, donc c'est de la terre, mâche-fer, c'est des sortes de béton mais avec des d'autres produits dedans, mais toute structure bois, même la pierre, bah, en fait, il y a une notion qui est la perspirance des parois et en fait, la perspirance, c'est la capacité du mur à laisser passer l'humidité. Donc à évacuer l'humidité qu'il va avoir à l'intérieur. Si on met, ben, des matériaux dessus qui sont pas perspirants, du type des enduits ciment sur une façade d'un mur en terre, et ben, en fait, ça va bloquer l'humidité à l'intérieur et engendrer la pourriture du mur. Donc soit on va avoir l'humidité qui part par l'intérieur et du coup en bas, quand on a des remontées par exemple par le sol, on va avoir des traces d'humidité en bas des murs parce que, l'humidité elle peut pas aller par dehors, donc elle passe, à l'intérieur de la maison. Et surtout, elle endommage la structure, en fait. Donc ça, il faut pas le laisser trop longtemps. Dès qu'on le voit, faut agir dessus. Donc ça, c'est pour, ce qui de l'enduit extérieur, mais ça peut être le cas aussi d'une isolation thermique par l'extérieur qui peut ne pas être adaptée, du coup, à tout type, de construction. Donc ça, il faut quand même bien se renseigner. Mais en fait, en ligne, il y a des quantités d'informations, peut-être un peu trop du coup, et c'est là que c'est pas mal de se faire accompagner pour faire un peu le tri. Ouais. Moi, c'est souvent mon job, hein, c'est des gens, ils ont essayé de se renseigner eux-mêmes, ils disent: «Mais en fait, il y a trop d'infos, des trucs contradictoires, on comprend rien» et du coup, d'avoir, quelqu'un qui clarifie un peu le truc, c'est quand même, plus simple, parfois. Et du coup, tu déconseillais tout à l'heure le parcours, audit énergétique, entreprise RGE et cetera. Mais pour toi, c'est quoi le bon plan d'attaque pour faire sa rénovation énergétique sans se perdre du coup dans tout ce qu'on trouve sur internet et puis, sans faire exploser son budget? Bah, alors ce qu'il faut, comme je disais, c'est bien analyser sa maison ou son appart, enfin la construction dans laquelle on est, pour comprendre ce qu'on peut mettre ou pas mettre. Est-ce qu'on a besoin de perspirance ou pas? En gros, c'est surtout ça la vraie question, quoi. Quoi en termes de résistance thermique, quelle performance on va chercher. Ensuite, on fait une stratégie, pour résumer un peu. On fait une stratégie globale. Chauffage, ventilation, fenêtre, voilà. Et après, on peut, une fois qu'on a fait ça, normalement, on peut prioriser les travaux qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, soit parce qu'on ne pourra pas les faire après, soit parce qu'ils sont les plus impactants. Du type, isoler les combles, ça peut être fait à peu près à n'importe quel moment de la vie d'une maison. On continue de vivre dedans, c'est pas gênant. Par contre, c'est ce qui va permettre de faire le plus d'économies. Donc, si la priorité, c'est vraiment faire des économies en termes d'euros hein, sur les énergies, bah, isoler le toit, ça peut être une priorité. Changer des fenêtres, ça peut être fait aussi. Beaucoup de personnes disent: «Ah non, je veux pas y toucher», mais en fait, c'est pas compliqué de changer des fenêtres, même dans une maison habitée. Ça se fait, quoi. Alors que faire de l'isolation par l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple. Voilà, donc ça, il faut arriver un petit peu à hiérarchiser, hein, parmi tout ce qu'on veut faire dans l'idéal, ce qu'on va faire en priorité et surtout, ne pas hésiter à consulter différentes entreprises, des entreprises RGE, des entreprises qui sont pas RGE, des petits artisans qui peuvent très bien faire le job et regarder si on n'est pas capable de le faire tout seul. Parce que parfois, il y a des trucs, c'est pas si compliqué, on peut le faire seul, quoi. Genre, bah, isoler des combles pour revenir à cet exemple-là, c'est quand même assez facile à faire, quoi.
tu vas gagner l'argent comparé à essayer d'aller chercher ma prime rénov ou les autres aides, Ah l'équipe ouais. entreprise RGE. Parfois, tu gagnes vraiment énormément d'argent en faisant toi-même au final. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Pour conclure l'épisode de podcast avec toi, je voulais connaître la personne que tu souhaiterais écouter dans le podcast. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre, que tu aimerais que j'interviewe? Alors une personne en particulier, hem, pas vraiment, je sais pas trop, tu vois? Mais par contre, ouais, j'aimerais bien, avoir des témoignages de femmes qui autorénovent seules. Ok, Voilà. Je trouve que c'est bien, on a besoin de ce type de récit aussi pour, se projeter, pour donner du courage, pour rendre ça possible. ok, super, bah merci. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en plus sur Instagram. Ouais, moi, j'en suis Oui, pas oui, on mal, les trouve. hyper intéressant. Eh bien, j'essaierai de les contacter. Merci beaucoup en tout cas pour ta proposition et merci, ouais, pour tout ce que tu nous as donné. C'était vraiment intéressant d'avoir, ton point de vue sur tous ces domaines-là. J'espère que ça sera très utile aux personnes qui nous écouteront et puis c'était un échange très agréable, Mélissa, je te remercie de m'avoir invitée. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à la rénovation énergétique. J'espère que la vision globale de Mallory, ses conseils sur l'isolation, sa ventilation et la stratégie thermique t'aideront à y voir beaucoup plus clair. Si tu veux soutenir le podcast, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou une note. Ça fait vraiment la différence. Et j'ai une toute dernière question pour toi. Si tu devais améliorer une seule chose dans ton confort thermique, qu'est-ce que ce serait? Réponds directement dans les commentaires sur YouTube ou sur Spotify. Et pour suivre Mallory, tu peux la retrouver sur Instagram, @mallory.marteau-pinceau.